plus ou moins. Et tout d'abord, vous en avez pensé quoi de l'intervention, Gérard Vespierre, et on poursuit le débat avec nos invités juste après. Mais écoutez, je crois qu'à nouveau, le cadre est clair. Cela a été dit dans une intervention précédente, la Russie ne doit pas gagner la guerre. Donc voilà la ligne directrice. Deuxièmement, vous avez depuis le 16 février un accord écrit, accepté par le Parlement, entre la France et l'Ukraine. Et il y a un paragraphe essentiel qui n'a pratiquement jamais été relevé dans aucun plateau, donc on a le plaisir de le faire ensemble aujourd'hui, qui dit « Au cas où la Russie mènerait une opération nouvelle d'importance en Ukraine, vers Kiev par exemple, fin de parenthèse, eh bien, en 24 heures, nous nous réservons avec le gouvernement ukrainien de prendre les décisions en collaboration qui s'imposent. Donc voilà, il y a une volonté d'être présent à côté du gouvernement ukrainien, avec le peuple ukrainien, pour éviter que la Russie ne gagne complètement le territoire ukrainien. Donc c'est une position, c'est celle de la France, c'est celle de son président, et elle est validée par le Parlement qui vient de voter ce texte. Le Parlement, déjà, je pense qu'il n'avait pas le choix, puisque c'était déjà acté. Donc le Parlement, bah oui, on le consulte, mais en fait, c'est pas lui qui a le dernier mot. Moi, je trouve ça, excusez-moi, mais complètement hallucinant. C'est-à-dire que l'ensemble des pays européens, l'OTAN, ils ont dit non. Nous, on exclut le fait d'intervenir, qu'il y ait des... Mais nous n'allons pas dire que nous allons intervenir. Non mais attendez, je rejoins ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'à un moment, le président de la République, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, moi je vais intervenir, nous la France, auprès de l'Ukraine. Et le ministre de l'Armée, lui, est revenu là-dessus en disant non, il est hors de question. Mais ce qu'on a entendu hier, c'est qu'il n'exclut pas. Mais rappelez-vous, excusez-moi, que l'ensemble des pays de l'OTAN ont dit niet, on ne veut pas. De quoi ils parlent ? On n'a même pas été associés. Donc on voit bien qu'on est solo dans cette histoire. Il ne s'agit pas d'une opération... Le problème, c'est qu'on est en train de faire peur aux Français. Non, c'est vous qui faites peur aux Français, madame. Il ne s'agit pas de mener une intervention dès demain matin. Il s'agit, et encore une fois... Vous l'avez trouvé limpide, vous, hier soir, Emmanuel Macron. Pardon ? Vous l'avez trouvé limpide, Gérard Il a une hésitation ou deux, en particulier sur l'intervention au Sahel, qui n'était pas peut-être la meilleure image. On l'a évoqué avec Céline Pina. Je ne pense pas que ça soit la meilleure des images pour comparer une situation. Si on revient sur le dossier ukrainien, dans le dossier ukrainien, en termes de projection, eh bien, les forces armées françaises sont déjà présentes dans les républiques baltes, où on assure une partie de la police du ciel en Baltique, et nous sommes également présents en Roumanie. Mais il faudrait être plus explicite sur... Juste, je reviens sur la question du Sahel. Qu'est-ce qui se passe ? On est en pleine intervention d'Emmanuel Macron et il va donner comme référence de la puissance de la France l'intervention française au Sahel en disant « Regardez à quel point nous avons une capacité de projection puisque nous sommes intervenus au Sahel ». Sauf que du Sahel, on s'en est fait chasser d'une manière extrêmement humiliante par des gens qui ne sont quand même pas très puissants et qui étaient soutenus surtout par la Russie. Donc il donne l'exemple d'une défaite cuisante et d'un effondrement assez dur comme étant une capacité de projection. Et c'est vrai que l'exemple n'est pas très bien choisi. C'est absolument ridicule et ça dit bien dans quelle situation on est avec quelqu'un qui n'est absolument pas conscient des réalités ni de la force de son pays. Pierre. Bon, je viens d'entendre dire que l'accord signé avec l'Ukraine prévoit une consultation en cas d'attaque contre l'Ukraine. Écoutez, moi j'ai lu 2 fois l'accord, plume à la main, je n'ai pas vu cette clause, mais je vous promets qu'en sortant de ce plateau, je vais relire. Merci. Par contre, permettez-moi de vous informer d'une chose. L'accord signé le 16 février a été présenté au Parlement dans le cadre de l'article 50-1 de la Constitution, à savoir, c'est le vote d'une déclaration sans mettre en cause vote éventuel sans mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Or, cet accord prévoit 2,7 plus 3 milliards d'euros de crédits français en direction de l'Ukraine. Et pour que cet argent soit disponible pour l'Ukraine, il faut encore une loi de ratification. Et c'est l'article 53 de la Constitution. Autrement dit, l'argent qui est dans l'accord n'a pas été voté par le Parlement. Je me permets de le dire parce que si jamais d'excellents députés avaient l'idée de saisir le Conseil constitutionnel, on verrait que cette déclaration n'a aucune base légale et que l'argent promis, en réalité, n'a pas été voté par le Parlement. Mais vous allez me dire tout ça... Les Césars non plus, et les milliers de buts non plus. Attendez, je vais vous dire. Moi, je ne vous ai pas coupé. Alors, ayez l'obligeance de ne J'ai point... attendu que vous ayez fini votre phrase. Voilà.
Ça, c'est pour revenir sur cette histoire d'accord entre la France et l'Ukraine, dont vous m'apprenez quelque chose, mais je vais le vérifier, je vous promets. Je n'ai pas du tout vu ça. Il n'y a pas d'engagement, d'intervention de la France en Ukraine dans cet accord. Absolument. Je dis et je le répète. Bon. Maintenant, non, les décisions appropriées. Attention, on est en droit. Donc les mots ont un sens. Quand vous dites une décision appropriée, ça veut dire absolument. Il n'y a aucun. C'est le flou stratégique dont on a parlé depuis des mois et des mois. Mais qu'est-ce que vous me racontez avec le flou stratégique? C'est un accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Il est assez clair. Il prévoit un certain nombre d'obligations, et notamment de transfert d'argent, de technologie, de toutes sortes de choses. Et il y a une chose qu'il n'y a pas dedans, c'est l'engagement de la France d'entrer en guerre en faveur de l'Ukraine ou de participer à un conflit sur le champ de bataille ukrainien. Donc toute sorte que vous auriez vu dans ce domaine me surprend parce que moi j'ai vu tout l'inverse. Ça c'est une chose. Deuxièmement, quand le président de la République dit « je veux la défaite de l'Ukraine », c'est-à-dire que je veux que l'Ukraine... Je veux la défaite de la Russie. Je vous en prie. Donc je veux que l'Ukraine, dans ce cas-là je vous en prie, donc je veux que l'Ukraine gagne cette guerre. Je crois qu'il faut faire le distinguo entre le discours de dissuasion et l'escalade militaire de la dissuasion. Pour le moment, nous sommes uniquement dans le discours de dissuasion. Alors, effectivement, l'un peut amener à l'autre, mais nous sommes dans deux registres différents. Nous sommes dans la communication. Combien de bombes nucléaires la Russie a-t-elle lancées depuis le début de cette guerre? 0. Combien de fois les Russes ont parlé de bombes nucléaires? Nous allons augmenter notre seuil d'alerte dès le début du mois de mars 2022. Que s'est-il passé? Rien. Non. Donc, voyez-vous, il y a le discours de dissuasion, le discours de communication, donc on est dans de la com, le discours évidemment. politique, enfin, ça, personne n'avait... le discours politique et par rapport à la réalité du terrain. N'est-ce pas? La réalité du terrain, c'est quoi? C'est qu'un pays de 145 millions d'habitants, la Russie, après 2 ans de guerre, a gagné en plus de ce qu'elle avait déjà, 10% du territoire russe. En plus, elle avait déjà une partie du Donbass et la Crimée. Donc, un pays de 44 millions d'habitants. Qui va imaginer qu'un pays toujours de 145 millions, la Russie, va se trouver ou vouloir se confronter à l'OTAN qui représente 930 millions d'habitants. Céline et... Est-ce que l'OTAN dit non? Je voudrais juste lui poser une question. Rapidement, parce que je voulais entendre Céline aussi. Je suis ravi de répondre. Je vous en prie. Vous avez dit il y a 145 millions de Russes d'un côté, 945 millions de gens de l'OTAN. Ça me paraît très très exagéré parce qu'il y a 350 millions d'Américains et il y a 300 millions d'Européens. Mais je vous fais cadeau de 300 millions. Il n'y a pas de problème. Je vous fais cadeau de 300 millions. Allez, vous devez non seulement relire l'accord entre la France et l'Ukraine et aussi les statistiques de population. Parce que je les connais. Non, la preuve que non. Parce que la population de l'Union européenne à 27 est de 425 millions. Si vous ajoutez les Britanniques qui viennent de nous quitter, et nous arrivons à 490 millions. Laissez poser la question à Pierre et la réponse rapide parce qu'on va être obligé de partir en pub. Il y a 1 milliard de gens qui vivent dans l'OTAN. 930 millions. Voilà. Très bien. Disons que vous avez absolument raison, surtout. Qu'est-ce qui vous fait penser que les 930 millions sont prêts à aller faire la guerre en Ukraine? Moi, j'ai cru comprendre, mais peut-être je me suis trompé, que les Américains n'étaient pas du tout sur cette ligne. J'ai cru comprendre que les Allemands n'étaient pas du tout sur cette ligne. Même les Anglais ne sont pas sur cette ligne. Les Italiens. Les Belges. Allez, la réponse de Gérard, très rapidement. La question, je vais donner la parole à Céline, mais malheureusement... Il ne s'agit pas de rentrer en guerre, il s'agit de voir les rapports de force avant la guerre, n'est-ce pas? C'est ça la ligne de décision. La Russie peut-elle se payer le luxe d'affronter un ensemble géopolitique qui est 5 à 6 fois plus peuplé qu'elle, qui est 20 fois plus riche qu'elle? Mais la réponse est... Mais les pays,